sur le podcast de Nico, un podcast qui s'intéresse aux artistes de l'image, des photographes, des vidéastes et même tout type de prestataires. Dans cet épisode 15, ça fait beaucoup là, non? Je reçois un photographe, youtubeur, un testeur de matos photo, un traducteur multilingue et tout ça dans la même personne. Aujourd'hui, je reçois Eric Gibaud. Comment vas-tu, Eric? Salut Nico, ça va, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Et on s'était vu à Metz d'ailleurs sur le parking, sur un parking d'un magasin. Et tu dit, tiens, mais je te connais. J'ai dit, ah, ok. Ouais, mais ça me C'est fait vrai plaisir qu'on a d'être là. commencé comme ça. Voilà. Quel temps il fait chez toi? Ben là, il fait pas terrible en fait. Beaucoup de gens pensent que les Canaries, c'est le soleil toute l'année. Mais ce qui se passe en fait, c'est que moi, je suis dans une ville à La Laguna qui est à 600 mètres d'altitude. Donc souvent, il pleut, il y a des nuages, trucs comme ça. C'est pas la chaleur permanente du sud de l'île, par exemple. Voilà. Mais voilà, c'est acceptable quand même, hein. Il fait froid, il doit faire 18 degrés, tu vois. C'est méchant. Écoute, j'ai une première question que j'ai beaucoup travaillée, qui est, je pense, très importante aux yeux de tout le monde. Où est passée la barbichette rose? Ben en fait, je l'ai pas toujours eu en fait. Et je l'ai enlevé parce qu'en fait, c'est mon ex qui me mettait la teinture. Et sincèrement, j'ai pas envie ça me rappelle trop cette gonzesse, cette fille, je sais pas quoi dire d'ailleurs pour être le plus élégant possible, qui a été une relation très compliquée. Donc, je suis content d'avoir viré en fait. Voilà. Et j'ai pas prévu de la remettre. Voilà. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es devenu photographe et comment tu es devenu un peu spécialisé dans le matériel photo? En fait, moi, je dirais que je suis jamais devenu photographe. Je sais pas comment dire. Parce qu'il y a des gens qui disent, tiens, à partir de demain, je vais être photographe. Et voilà, ils s'y mettent. D'autres qui font des études exprès. En fait, moi, j'ai acheté mon premier appareil photo. Je crois que je devais avoir 11 ans pour aller en colonie de vacances. Donc, j'ai toujours fait de la photo. Mais à quel moment j'ai commencé à faire payer mes prestations? C'est qu'en fait, avant, j'ai eu deux entreprises Internet. Une, j'ai d'ailleurs vendu un opérateur téléphonique en Espagne. Et après, j'en ai remonté une autre et les clients, souvent, n'avaient pas les photos pour leur site web. Donc, j'ai commencé à dire, bah, moi, je sais faire des photos et tout. Donc, j'ai commencé à leur faire les photos en leur faisant payant la prestation. Ce n'était pas une concurrence déloyale à d'autres photographes. Donc, j'ai commencé à leur faire payer. Et puis, en 2008, j'en avais un peu marre du monde Internet. C'était, ouais, la vague était passée, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire que de la photo, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire que de la photo. J'ai monté un studio et tout ça. Studio que je n'ai plus d'ailleurs parce que j'étais souvent hors des Canaries. Donc, ça ne servait à rien d'avoir un studio où j'étais jamais. Et, euh, et le fait de parler de matos, je ne sais pas comment c'est venu en fait. Je crois qu'un jour, j'ai dit, tiens, je vais présenter le matériel que j'ai. Puis il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions. Mais en fait, ça, c'est la quatrième chaîne YouTube que j'ai en fait. Parce qu'en fait, au départ, j'avais trois chaînes séparées. J'ai commencé qu'en espagnol. Après, il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas aussi le français? J'ai dit, ouais, je vais faire l'anglais en même temps, tu vois. Donc j'avais trois chaînes séparées. C'était vraiment un bazar à gérer parce qu'il fallait te loguer à chaque fois et tout ça. Tu allais voir s'il y avait des commentaires, il n'y en avait pas. Tu allais sur l'autre, il y en avait. Tu répondais, puis après l'autre venait d'en recevoir un autre. C'était un bazar dingue. Et en 2015, alors cette chaîne que j'ai, moi tu regardes, la création, ça indique 2008, mais en fait j'ai commencé à l'utiliser, le profil, en 2015 je crois. Et là j'ai tout regroupé les trois langues ensemble. Et petit à petit, beaucoup de gens commencent à me demander quel matos tu me recommandes et tout ça. Et surtout parce que je faisais pas mal de workshops en Espagne, donc beaucoup de gens me demandaient mon avis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler un petit peu de matos. Et quand je parle d'opinion, c'est pareil parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais le matos c'est bien mais il faut aussi donner ton avis sur d'autres trucs un peu philosophiques ou des techniques photo. Et en fait, YouTube a un gros problème, c'est son algorithme, qu'il faut absolument que tu aies des contenus qui soient cherchables. Donc si tu marques Nikon D3300, tu as des chances d'être trouvé. Par contre, si tu parles de faire des photos au soleil, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, les trois quarts des youtubeurs, beaucoup de spectateurs ou audiences se plaignent en disant ouais, il y a beaucoup de matos. Mais en fait, si tu veux que ta chaîne elle monte, tu es
obligé de parler de matos en fait. C'est très compliqué en parlant que de technique et tout ça de monter. Je vais dire que c'était impossible, hein, mais c'est très compliqué parce que les gens cherchent des mots faciles. Alors toi tu fais beaucoup de photos de mariage, évidemment il y a peut-être des gens qui cherchent photos de mariage, reportage mariage, mais c'est déjà un truc spécialisé si tu veux. Mais La petite niche, forcément. ouais. Mais dans le cas du matériel, les trois quarts des gens qui vont sur YouTube, c'est parce qu'ils veulent acheter une nouvelle voiture, un nouvel appareil photo, une nouvelle machine à laver, des trucs comme ça. Donc, ou un voyage concret, tu vois. Mais donc, la recherche par terme concret de produits, c'est ce qui a le plus de chances de t'amener de la visite. Et quand les gens arrivent ta chaîne, alors là, certains vont regarder à côté, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Et là, ils vont peut-être voir d'autres choses qui les intéressent. Et s'ils s'abonnent, ils activent la clochette, peut-être qu'ils verront d'autres vidéos qui ne sont pas seulement du matos, quoi. Mais et puis en plus, présenter du matos, c'est aussi un gain de temps énorme pour moi, dans le sens où beaucoup de gens m'envoient des messages privés en disant Eric, je doute entre tel et tel appareil, qu'est-ce que tu en penses? Si j'ai fait le test, je dis tiens, regarde, là la vidéo, tu as mon opinion, tu vois. Et tu gagnes énormément de temps, quoi. Mais ouais, je peux pas dire je suis devenu, en fait, c'était petit à petit, c'est pas une date précise qui dit à partir d'aujourd'hui je fais quoi, je fais ça quoi. D'ailleurs, pendant longtemps, mes chaînes étaient très irrégulières, je publiais de temps en temps, voilà. C'est vraiment depuis un petit peu avant le Covid que je me suis mis à vraiment publier de manière habituelle, quoi. Avant c'était, il y en avait un minimum 2 par mois, quoi, mais quelquefois il y a des semaines il n'y avait rien, quoi. Voilà. Ouais. Et j'imagine que regrouper l'anglais et l'espagnol, ça te fait forcément monter aussi la chaîne, plutôt qu'avoir 3 chaînes séparées. Oui et non. Parce qu'en fait, le gros problème d'avoir 3 langues, c'est que même si tu avais la répartition de tes abonnés 3 tiers, un tiers, un tiers, un tiers, ça veut dire qu'au maximum 33% des gens voient ta dernière vidéo. Donc pour l'algorithme de YouTube, c'est très mauvais ça en fait. Qui disent, ouais, ces vidéos n'ont pas trop de succès, il n'y a qu'un tiers de ces abonnés qui regardent telle vidéo, tu vois. Et donc, ça complique un peu. Alors moi, ce qui se passe, ma répartition, elle n'est pas 3 tiers. Les anglophones, c'est peut-être moins de 5%. Et l'autre, entre anglais et espagnol, c'est moitié-moitié à peu près, quoi, tu vois. Mais donc, ouais, en fait, c'est pas très recommandable, selon YouTube, de mettre 3 langues sur la même chaîne, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, je le laisse, hein, je m'en fiche. Il nous embête YouTube. Ouais, parce qu'en plus, ouais, mais en fait, quand j'ai commencé avec YouTube, moi, j'ai jamais pensé que je pourrais vivre avec ça, quoi. Je faisais ça pour m'amuser, quoi, en fait. Et je continue aussi pour m'amuser aussi, hein. C'est-à-dire que, Ah, bien sûr. c'est-à-dire Ouais. Sinon, on n'en ferait pas des vidéos. oh c'est beaucoup de travail si tu t'amuses pas, quoi. Ouais. C'est ça, faut être passionné quand même. Et quels critères tu recherches quand tu testes du matériel en fait? Alors, là, il y a toujours un problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de matériel. Il y a ce qui est appareil photo et objectif. Ça, tu sais qu'il va y avoir en principe des visites. Et après, tu as plein de matos qui n'a pas de visite et tu le sais d'avance. Un microphone, quelquefois des filtres, un sac, trucs comme ça. Et là, il y a certains youtubeurs qui disent ça, ces trucs, je ne les présente pas parce que ça ne me fait pas de visite. Mais moi, j'ai décidé de jouer le jeu, de savoir que dans mes abonnés, il y a certains qui, oui, aimeraient savoir ce que je pense de ce microphone ou ce que je pense de ce sac ou pouvoir les conseiller. Donc, d'une certaine manière, je joue le jeu et je sais qu'il y aura moins de visites et c'est tout. Alors, quelquefois, c'est compensé parce qu'il y a des liens affiliés, donc il y a des gens qui vont peut-être acheter, ça va donner une petite commission si tu veux. Mais normalement, ça porte préjudice énorme au niveau de l'algorithme. Mais donc, moi, les critères, si par exemple, je reçois, chaque fois que je publie un microphone, il y a au moins 4 boîtes qui me disent est-ce que tu peux essayer les miens? Là, je dis non parce que voilà, je ne peux pas essayer tout le monde si tu veux. Après le critère, j'essaie de me mettre à la place de l'audience et essayer de panacher un petit peu si tu veux. Même si moi, pendant très longtemps, j'étais un utilisateur exclusif d'Olympus, par exemple, je présentais quand même du Canon, du Nikon, du Fuji, tout ça. Il y a des marques que je ne peux pas présenter parce que je n'arrive pas à les avoir. Par exemple, avoir Pentax aux Canaries, c'est impossible. Donc quand je vais en France, Digiphoto m'en passe et je présente du Pentax. Mais sinon, c'est très compliqué. Mais pourquoi si c'est impossible? ils ne sont pas distribués aux Canaries, donc c'est que sur commande. Donc le magasin qui peut m'en passer ici, ils n'en ont pas, sauf si c'est une commande. Donc, ils ne vont pas commander pour me passer un truc qu'après ils ne peuvent plus vendre, quoi. Donc voilà, c'est un peu le problème, quoi.
Et les critères, j'essaie de faire un petit peu de tout, depuis du matériel débutant jusqu'à du plus haut de gamme. En fait, j'ai pas vraiment de critères. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu veux essayer tel appareil? Je dis, ah bah ok, on y va, je fonce, tu vois. Si les gens pensent que je regarde beaucoup vers le bas, c'est parce que j'ai l'écran ici, j'ai l'appareil en haut, ok. Voilà. Donc c'est pas parce que je baisse la tête, je suis le faucheton qui répond pas et tout. Oui, c'est vrai, faut qu'on tourne un peu. Voilà. Donc ouais, j'ai pas vraiment de critères. Et après, quelquefois, il y a des produits qui me plaisent. Je sais que ça va plaire peut-être à personne, mais ils m'amusent. Je me souviens, à Digit, il m'avait envoyé un truc, c'est un genre de haut vent que tu mets sur ta tête, tu vois, pour te protéger de la pluie et du soleil. Il m'avait dit, bah, si tu veux pas le présenter, tu le présentes pas. Mais ça m'avait amusé, le truc que j'avais présenté, en sachant qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de visites, si tu veux, hein. Mais je pense que c'est comme quand on va pêcher, tu sais pas vraiment ce qui va sortir au bout de l'hameçon, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas vraiment avoir d'a priori. Par exemple, tiens, tu vois, l'été dernier, j'ai eu en avant-première les deux Sony Alpha 7 C Mark II et Alpha 7 R. Donc je me suis dit, c'est bon, on va sûrement y avoir un paquet de visites sur cet appareil, tu vois. Mais Sony a passé des appareils à tout le monde. Donc en fait, tous les youtubeurs en ont parlé. Donc ça a été extrêmement dilué, si tu veux. Donc, Comme le X106 là en ce moment, quoi. ouais, sauf que beaucoup de gens en parlent et ils l'ont pas eu en main. Ça, c'est la Oui, ça c'est vrai, ils différence. n'ont pas eu en main. Tandis que le Alpha 7C et Mark II et le R, Sony avait passé à tout le monde. Alors d'un côté, comme youtubeur, tu dis ah c'est dommage, j'ai fait un boulot dingue et j'ai pas tellement de visites. Et d'un autre côté, je trouve que Sony a complètement raison en fait, parce que de passer à plusieurs personnes, ça donne beaucoup plus d'opinions réelles avec l'appareil en main. Alors pour le youtubeur, non, c'est pas bon, mais pour la boîte, ça me semble logique. Et pour l'acheteur Ça aussi, fait ça me beaucoup de semble commerciaux. Hein. oui, ouais, et moi, ça me semble logique aussi pour l'acheteur d'avoir des opinions de plusieurs personnes. Bien Parce sûr, que différentes, ouais. tu peux tomber sur un anti-Sony qui l'essaye, puis finalement il dit que c'est bien, ou au contraire, il l'enfonce un peu plus, et tout ça. Donc moi, je pense que les entreprises, à plus de gens ils peuvent prêter l'appareil, non seulement ça va donner une présence plus importante, ce qui peut saturer les réseaux un peu. Il y a des gens qui sont ils sont un peu ras-le-bol du X106 par exemple, mais ça peut saturer, c'est sûr, mais ça donne aussi plus d'opinion si tu veux. Donc je pense que pour l'acheteur potentiel, c'est intéressant. Voilà, c'est à mon avis. Donc ouais, faut jouer le jeu, hein. Je pense que faut ni être trop exigeant, ni monter sur ses grands chevaux en disant non, mais moi j'ai le droit d'avoir cet appareil parce que j'ai plus d'audience, donc je mérite l'appareil et les autres non. Bon, c'est comme ça, hein. Quelquefois, tu as des toutes petites chaînes qui reçoivent des appareils, tu n'as pas trop compris comment ils ont réussi, hein. Puis des chaînes énormes qui l'ont pas. Bon, ça peut être aussi des relations, des attitudes, où justement, quelquefois, le fabricant peut chercher un profil assez spécifique. Par exemple, Polaroid, ils ont passé leur I2, alors je ne vais pas dire I2, le I2 en deux mots, qu'ils ont quand sorti, ils l'ont passé à Thomas de Thomas App, qui est pas une énorme chaîne, si tu veux, mais était exactement dans le profil de ce qu'ils cherchaient pour présenter l'appareil. Donc, moi, il y a des gens qui disent pourquoi moi je l'ai pas eu? Bah ouais, mais parce que bon, ils ont étudié, c'est peut-être le profil ou le style qu'ils cherchent, tu vois. Ouais, je pense que. Et mes critères, non, mes critères, j'ai pas vraiment. Alors, il y a des appareils, ça m'intéresse pas forcément de les présenter parce que je pense que c'est tellement niche que personne va vraiment regarder la vidéo. Donc, je perds mon temps. Comme notre temps est limité, je dis, si j'ai l'option de présenter un autre truc, je préfère parce qu'au moins, il y a plus de gens qui seront intéressés. C'est pas une question de nombre de visites, c'est une question pour donner quelque chose qui intéresse à la majorité des gens. Je pense que moi, je suis un youtubeur un peu atypique, si tu veux. Parce que quelquefois, je présente des trucs, il y a des gens qui vont dire... Alors, il y a d'autres fois, par exemple, j'ai dit la semaine dernière, j'ai présenté un software, c'est Filmora qui m'a contacté. Je leur ai dit, non, mais sur un software, il n'y aura pas de visite. Non, si, tu vas voir, on a beaucoup de succès, c'est très connu. Non, mais je ne doute pas que c'est connu. Mais je pense qu'il n'y aura pas de visite. Donc, moi, mon temps pour étudier le programme, je veux être payé. Et là, j'ai dit dans la vidéo, j'ai été payé pour étudier le programme, pas pour faire la publicité, mais pour étudier le programme. Et effectivement, il n'y a pratiquement pas eu de visite, parce que je connais à peu près le public, si tu veux. Et donc, je dis, moi, ça m'a un peu abîmé
l'algorithme, si tu veux, parce qu'ils voient des vidéos qui n'ont pas beaucoup de succès. Mais d'un autre côté, mon temps est compensé en étant payé, tu vois. Mais je le dis dans la vidéo aussi, hein, moi je ne cache pas. Hein. Et tu caches rien, ouais. Si j'ai une collaboration, je le dis. Parce que tu as des mecs qui disent que c'est pas une collaboration, d'autres disent que c'est. La loi est claire. Même si moi je ne suis pas en France, j'essaie de respecter les lois là où il y a l'audience. Hein. En France, normalement, c'est obligé d'indiquer si c'est sponsorisé ou si c'est une collaboration commerciale. Je vois encore que beaucoup ne le font pas, mais enfin bon, c'est leur choix. Hein. Je suis pas la police, moi, c'est leur problème. Et surtout, je pense que et dans certains cas, je pense que cette loi, elle est mal faite en fait. Hein. Parce que si moi, je te prête un appareil pour que tu l'essayes, et même si je te le laisse en fait, du moment que je ne t'impose pas ce que tu dois dire, bah, c'est plus une collaboration commerciale. C'est un choix. Moi, les optiques chinoises, c'est plus cher de les renvoyer que de les garder, c'est pour ça qu'ils me les laissent. Par contre, si c'est une optique de Canon, ben, je dois la rendre. Mais c'est plus une question d'organisation qu'une question d'une collaboration. Je te donne l'objectif et tu parles de moi. C'est pas comme ça en fait. Tu vois. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de youtubeurs qui courent derrière les trucs gratos en disant non mais comme ça j'aurai l'objectif gratuitement. Tu vois. Tiens, moi si je voulais un trépied, je dois avoir 15 trépieds à la maison de tout ce que j'ai reçu. Donc je ne vais pas courir pour avoir un trépied, sinon j'essaie d'avoir celui que les gens me demandent quoi, pour savoir quoi. Et toi, tu démarches les marques ou elles viennent directement vers toi? Bon, maintenant, avec la notoriété, oui, mais au début. Alors, au début, ben moi, c'est simple. Comme il y avait un magasin à Tenerife, Photosula, qui sont des copains, ben, je leur disais, tiens, est-ce que tu peux me prêter tel appareil pour que je le présente et tout ça. Donc, c'était comme ça. Et après, je crois que le saut où les marques ont vraiment commencé à me contacter, c'est quand j'ai passé d'abord 25 000 abonnés. Ça, c'était plutôt des petits accessoires. Quand j'ai passé les 50 000, ça, c'était déjà plus des marques avec plus de notoriété. Mais souvent, je les ai démarchés et je leur présente ce que je fais. Ils disent oui ou ils disent non. Il y en a qui disent non, hein, même des marques pas forcément grandes. Et il y en a d'autres qui disent oui ou on va essayer, tu vois. Mais il faut faire attention à ça parce que le problème, c'est qu'il y a toujours des étapes. Quand tu passes les 100 000, par exemple, il y a de moins en moins de marques qui te contactent. Parce que énormément de youtubeurs, quand ils passent les 100 000, ils demandent pas mal d'argent pour faire une présentation. Donc, ils disent, celui-là, on va même pas lui demander, parce qu'il va nous demander de l'argent, si tu veux. Alors que moi, en fait, je demande jamais d'argent, en fait. Je demande de l'argent sur des trucs qui vont vraiment pas avoir de visite ou je sais qu'il n'y aura pas de vente. Là, je dis, ouais, mon temps, il faut qu'on me le compense. Mais pour présenter le dernier Fuji, le dernier Sony, le dernier Nikon, je n'ai jamais demandé d'argent, ça n'a pas de sens, tu vois. Et puis, puisque de toute façon, après, si les gens utilisent le lien affilié, tu auras une compensation, si tu veux. Mais les marques, ça dépend des marques. Quelquefois, il y en a qui te contactent et tu es surpris. KF Concept, quand ils m'ont contacté, je ne savais même pas qui c'était KF Concept, tu vois. Donc, j'ai commencé à regarder autour de moi, à demander. Plein de gens disent non, mais j'en ai et tout. J'ai un copain ici à Tenerife, il avait de tout chez eux. Il dit non, c'est super et tout. Je dis ok, envoyez-moi un premier sac, on va voir ce que c'est. Puis la relation, je continue avec eux, ils m'envoient toujours du matos de temps en temps à présenter, quoi. Après, tu as des marques où ça a été ponctuel parce que je n'ai pas été convaincu par les résultats, eux non plus, parce que des fois ils attendent. Il faut comprendre que on a des publics qui peuvent être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que s'imagine la personne qui t'envoie du matos, tu vois. Par exemple, j'avais reçu un appareil 300, c'est un appareil 3D, je crois, voilà, que je l'ai perdu d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelait, quoi. Et donc, moi, je n'étais pas trop convaincu que ça allait plaire. Et effectivement, ça n'a pas spécialement plu aux gens, si tu veux. Donc, eux, ils ne sont pas intéressés de m'envoyer le suivant qui sort parce qu'ils savent que mon public, c'est pas leur produit. Ça ne va pas avec leur produit, tu vois. C'est quoi, pour faire de l'immobilier? Non, c'était pour un truc ludique en fait. C'était pas vraiment pour l'immobilier. C'était assez ludique. Mais après, tu pouvais regarder avec une espèce de. Tu regardais comme des genres de jumelles. Tu voyais en 3D si tu veux. Mais c'était marrant comme truc, mais c'était plus un gadget qu'autre chose, tu vois. Et puis un gadget à 500 €, ça fait cher le gadget, quoi, tu vois. Mais c'était sympa comme truc, tu vois. Mais je pensais bien qu'il n'y aurait pas un grand public, si tu veux, tu vois. Mais voilà, mais je pense que j'essaie toujours d'essayer de jouer un petit peu le jeu, tu vois, et d'accepter d'au moins essayer un truc, tu vois, voir si ça peut plaire ou pas. Puis il y a quelquefois, je pense qu'il y a tellement de gens tellement de gens. Hein. Imagine, tu as reçu, alors sur 100 000 abonnés, tu dis, mais si tu reçois 100 messages te demandant un truc, c'est pas énorme. En pourcentage, non. Mais pour moi, 100 personnes qui demandent un produit, je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même, tu vois.
Donc, si tout d'un coup me contacte une boîte, je dis ah bah ouais tiens, je vais le présenter, tu vois. Voilà. Ouais. Et dans tes tests récents, qu'est-ce que tu as eu comme bonne surprise? Ben, le X100 Mark VI, ça a été une bonne surprise parce que je pensais pas qu'il y aurait vraiment un saut entre le Mark V et le Mark VI, si tu veux. Et je pense que la stabilisation est un gros plus. Parce que moi, venant de Olympus, moi j'ai encore du Olympus, hein, j'ai plusieurs marques, hein, la stabilisation est incroyable. Ben, c'est un petit peu ce qui manquait sur le 100 Mark V. Dès que tu descendais un peu la vitesse, bah, moi j'avais l'habitude de pas trop m'inquiéter, si tu veux. Tandis que là, sur le Fuji, il fallait vraiment que je fasse gaffe, quoi. Et là, je revois ça sur le Mark VI avec la stabilisation, c'est vraiment de la folie. Et il y avait aussi des inquiétudes sur le fait si l'objectif allait supporter les 40 millions de pixels. Et je vois que oui, ça tient nickel. Après, appareil qui m'a vraiment plu, ben, c'est encore un Fuji, mais c'est le XS20. D'ailleurs, je l'ai acheté. Je l'ai acheté tellement il m'a plu, là. Et aussi, gros truc qu'on m'a fait essayer, que c'est pas un truc que tu achètes tous les jours, c'est le GFX 100 Mark II, qui m'a semblé super aussi, quoi. Après, j'ai bien aimé le Pentax, le K3, le K3 monochrome. J'ai trouvé ça pas mal. Et je pensais pas que ça serait. Ouais, on va voir, c'était pas mal, tu vois. Puis après, je sais pas, quelquefois il y a des produits, tu n'es pas forcément convaincu que ça va être un super truc, mais tu veux l'essayer quand même. Et quelquefois, il y a des trucs tout bêtes, hein, tu vois, une fois une boîte, je sais même pas, c'était même un marchand qui m'a envoyé ça. C'était même pas le fabricant, tu vois, c'est un petit trépied Benro, tu vois, Ouais. tout bête, tout petit, Carbone. tout ça. Et je pensais pas que ça, je pensais que ça allait être un gadget, tu vois. Et en fait, non, il est super quoi, pour mettre sur la table les trucs. Non, je crois qu'il faut être ouvert d'esprit si tu veux. Et celui qui dit, bah moi non, je vais faire que de l'appareil photo ou que de l'objectif, tu vois. C'est un choix si tu veux, mais je pense que c'est très compliqué, surtout pour moi. Moi, je suis aux Canaries, donc imagine, les trois quarts des marques ne peuvent rien m'envoyer, hein, sauf s'ils me le laissent, parce que ça passe la douane, même si c'est en Europe, c'est hors système fiscal européen. Donc, tout doit rentrer en douane et si je renvoie, ça doit repasser la douane. Donc, c'est très compliqué qu'une marque m'envoie du matos, sauf si elle me le laisse. Ou alors un magasin qui est déjà ici, si tu veux. Mais dans l'ensemble, déjà, il ne faut pas oublier un truc. Il n'y a plus de mauvais appareils photo, si tu veux. Donc, tu peux être surpris que finalement, bah, ils ont rajouté la détection des nuages. Tu dis, ah super, ouais, ça détecte les nuages. Ouais, ok. Mais si tu veux, je pense que chaque appareil, c'est en fait en fonction de ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il n'y a pas d'appareil meilleur que les autres, en fait. Ça dépend ce que tu veux faire. Il est meilleur pour toi ou meilleur pour quelque chose. Si Exactement, ouais. mais, mais voilà, après, des surprises, quelquefois, il y a des surprises sur le discours des marques. Quand je fais les essais de microphone sans fil, par exemple, ben moi, je mets directement à marcher 20, 30, 40 mètres pour voir si la portée est réelle. Putain, les mecs, ils abusent, hein. Dès que tu tournes le dos, tu perds, quoi. D'ailleurs, je dis, bah, ici, à 20 mètres de face, ça va, je tourne le dos, on n'entend plus rien. Et je préfère le dire, si tu veux. Donc, quelquefois, j'ai ces surprises un petit peu. Après, ce qui me surprend quelquefois, c'est justement le discours des marques sur quoi ils concentrent leur marketing. Et quelquefois, c'est des fonctions qui ne me semblent pas les plus importantes. Par exemple, moi, je m'étais marré avec le R5 quand il est sorti, hein, où il t'a ouais, 8K, 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 8K. Résultat, tu dis 8K, moi je vais te parler de ton 8K. Ton 8K, au bout de 10 minutes, l'appareil, il a la fumée qui sort pratiquement. C'est limité de telle manière. Alors que si Canon avait dit, voilà, ben voilà le R5, c'est un super appareil photo, super appareil vidéo, et en cadeau, tu peux faire des petits rushs de 1 minute en 8K. Ah, j'aurais dit, ah ben ça c'est cool si tu veux. Par contre, Oui, ils ont ouais. mis tout à l'envers. Ils ont rabattu les oreilles avec le 8K, alors que c'est dommage parce qu'à mon avis, ça a porté préjudice à l'appareil. Parce que l'appareil, faut pas regarder le 8K, il faut regarder tout ce qu'il y a autour. C'est un super appareil. J'ai eu le même cas avec le Nikon P900. Alors, le Nikon P900, Avec le gros zoom. c'est un là. bridge, ouais, mais pas le 950 ni le 1000, hein, le P900. Le 950 et le 1000, ils ont résolu les problèmes. P900, ils disent, ouais, il va jusqu'à l'équivalent de 2400 mm. Donc, les autres, la concurrence, ce qu'ils allaient le plus, c'était jusqu'à 1200. Et tout le marketing là-dessus. Je dis, ok, passe l'appareil. Donc, moi, je le juge sur 1200 à 2400. Et l'autofocus, un désastre.
Je me suis fait insulter pour avoir dit ça. Après, les mecs, 1 an ou 2 ans après, ils sont revenus, ils ont recommenté en disant ouais, Eric, t'avais raison, finalement, ça marchait pas bien et tout ça, tu vois. Mais c'est comme si tu vas imagine, tu vas dans un restaurant et ils disent spécialité la choucroute, tu vois. Bah, tu vois, ok, bah, apportez la choucroute. Tu manges la choucroute, tu dis, elle n'est pas terrible. Ah ouais, mais on a autre chose, on a aussi, je sais pas moi, des pizzas ou n'importe quoi, ou les spaghettis, je sais pas quoi, j'en sais rien. Je suis pas un expert en recettes alsaciennes, tu vois. Alors, je dis la choucroute, j'aurais peut-être prendre une autre région, je sais pas, tu vois. Et tu Des goûtes. flammes, tu peux dire des flammes. Des flammes, voilà. Elle dit, mais le reste, c'est super bon. Et tu dis, ouais, mais les mecs, vous êtes en train de faire votre marketing autour de la choucroute et c'est le pire plat que vous avez dans le restaurant. Donc, évidemment, moi, comme testeur, je vais aller tester ce que tu me dis de tester. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Que moi, je me mets à la place du client. C'est-à-dire que si moi, je vois un magazine qui a une pub grande comme ça, qui dit, ouais, l'équivalent de 2400 mm, ben probablement, si je décide de l'acheter, c'est pour cette raison. Donc, il faut bien qu'un mec les teste là-dessus. Après, il y en a qui disent, ouais, mais la qualité d'image est superbe. Je dis, oui, mais si elle est mise au point. Si elle est mise au point, si elle n'est pas nette, elle ne sert à rien, quoi. Si tu n'arrives pas à faire la mise au point, l'avion est passé, l'oiseau est parti, bah, c'est pas bon, quoi. Et puis de nos jours, la qualité d'image, elle est parfaite chez tout le monde. Hein. Faut pas. Oh bah oui, je pense que la qualité d'image, tu vois la différence dans des situations extrêmes. Oui, voilà, ou de très haute lumière, ou au contraire très basse lumière. Mais le reste du temps, tous les appareils photo sont bons. Hein. Autrefois, la nuit, tous les chats sont gris. Voilà, exactement. Bah, même ça, encore plus que. D'ailleurs, quand tu parles de smartphone, c'est marrant parce que souvent, il y a des gens qui me disent bah, je vais m'acheter un appareil photo parce que je fais tout au smartphone et je voudrais avoir une meilleure qualité. Alors là, je dis bon, faut que tu comprennes qu'un appareil photo, va falloir que tu apprennes ce que c'est la photographie. Et il y a plein de trucs qu'il va falloir que tu fasses toi-même. Je me souviens, un mec, j'avais fait une formation, il me dit mais je comprends pas. Je prends mon appareil photo, je fais une photo de ma femme et ma fille dans la rue à contre-jour. Eh bien, ou elles sont bien et le ciel est cramé, ou le ciel est bleu et elles sont noires. Par contre, je prends mon iPhone et elles sont bien tout de suite. Je dis, bah ouais, c'est ça le problème. C'est qu'avec ton appareil photo, il faut que tu mettes un flash pour remplir le contre-jour et tout ça. Ou alors faire un HDR si l'appareil te laisse. Et encore, par contre, ton smartphone, il fait un HDR sans t'en rendre compte. En plus, il n'est pas abusif, c'est pas horrible. Et tout de suite, tu as bien exposé si tu veux. Et beaucoup de gens, ils ont du mal à comprendre ça en fait. Et parce que c'est pas logique en fait. Tu dis, attends, ben, les pros ils utilisent un appareil photo et c'est plus difficile qu'avec un smartphone qui donne tout de suite de meilleurs résultats. C'est le gros problème. Moi, je pense que les fabricants d'appareils photo devraient de toute urgence mettre de meilleurs processeurs sur leurs appareils photo et mettre des fonctions. Parce qu'il y a des gens qui veulent la facilité d'un smartphone, mais la prise en main d'un appareil photo. Et donc, ben, il faut des fonctions où le mec, il fait une photo à contre-jour et ça va lui faire comme son iPhone. Et je pense que c'est. Mais est-ce que ça vient pas, ça lié. Est-ce que l'IA, elle est pas en train d'arriver sur les Leica et tout, ils en parlent. Là, j'ai déjà vu quelques Sony aussi. C'est dans les tuyaux, non? Ouais, mais en fait, maintenant, on appelle IA tout et n'importe quoi. Hein. En fait, de ce qu'ils appellent IA, il n'y a pratiquement rien qui est IA. Parce que pour être intelligent. C'était plus intelligent que l'ancien processeur, c'est tout. Ouais. En fait, non, ils ont pu développer les algorithmes grâce à un auto-apprentissage par intelligence artificielle, mais ce que nous on a dans l'appareil et ce que nous on a sur l'ordinateur, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est le résultat peut-être d'une recherche par l'intelligence artificielle. Mais nous en fait non. Quand on dit ouais mais te rends compte, il détecte le visage pour faire une retouche photo. Je dis ouais mais ça c'est un algorithme, c'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle c'est que tu mets tout genre de personnes, tout genre d'animaux, d'êtres, je dirais, depuis des animaux jusqu'à des êtres humains, sans rien avoir dit. Et petit à petit, il apprend à les classifier lui-même et organiser. Et le jour où tu amènes un autre genre d'animal qu'il n'a jamais vu, eh bien, il va apprendre à reconnaître et voir qu'il a 5 pattes, 2 têtes et tout ça, et prendre ses décisions. Mais ça c'est l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on a actuellement, c'en est pas en fait. Hein. C'est les résultats de certains trucs d'intelligence artificielle. Mais ça vend très bien au niveau marketing, dirait l'intelligence artificielle. Ah bah ça, il y en a partout maintenant. Mais par exemple, en mariage, j'avais vu une vidéo de Paul Napo qui avait expliqué qu'il avait utilisé un système qui s'appelait Imagen, un truc je ne sais plus quoi. Et en fait, tu envoies 3000 photos, un truc comme ça, ils analysent tes photos pour comprendre ton style d'édition. Et après, quand tu as ton mariage suivant ou des séances suivantes, tu peux créer des profils, eh bien ça applique et tu peux quand même peaufiner si tu veux. Là,
ça quand même, ça s'approche beaucoup plus de l'intelligence artificielle dans le sens où ça analyse ton boulot, hein, ça, ton style, et ça apprend à te créer un truc pour toi. Ça reste quand même de gros algorithmes, mais enfin bon, ça s'approche plus. Et là, oui, je pense que c'est utile. Hein. Tu peux gagner. Un photographe de mariage, ce qui le passionne le plus, c'est pas d'être une semaine en train d'éditer des photos, à mon avis. Hein. Non, c'est le jour J. Exactement, ouais. C'est clair. Ouais, mais ça marche bien. Il m'a déjà essayé. Hein. Franchement, ça marche super bien. Bon, ouais. Puis tu peux faire tes profils noir et blanc, couleur et tout ça, et ça reste ton style en plus. C'est Et on va dire, tu reçois un appareil photo. Comment tu gères la subjectivité en fait comment tu vas le vendre à ton audience? Parce que tu connais ton audience ou parce que tu parles que de ton ressenti? Ben, moi, je ne sais jamais de le vendre, de toute façon. Je sais d'en parler le plus objectivement possible. Mais quelquefois, c'est difficile les objectifs parce que tu as des sensations qui sont propres à chaque être humain. Et si ça se trouve, je prends un appareil en main, je ne sens pas super. Et en fait, c'est un super appareil. Par exemple, le Ricoh G3, moi, je n'ai pas du tout aimé dans le sens où ben, tu n'as pas de viseur, il est tout petit, la prise en main, c'est presque pire qu'un smartphone pour moi, si tu veux. Donc j'avais dit, bah moi, côté prise en main, je préfère prendre mon iPhone que prendre ça. Alors il y a les mecs qui sautent au ciel, disant, mais il est fou ce mec et tout ça. D'un autre côté, ils ont raison aussi, parce qu'eux, ils ont un autre point de vue, une autre utilisation, d'autres sensations. Donc là, je pense qu'on a tous raison. Mais moi, je suis obligé de parler de mes sensations. Je peux dire, bah, sûrement, et je n'ai pas dit que c'est un mauvais appareil, attention. Hein, de toute façon, il n'y en a plus de mauvais appareils ou quelques trucs très concrets, quoi, si tu veux. Mais bon. Et donc là, ben, c'est le cas où ben, je donne quand même mon opinion. Et quand je sais un appareil, et normalement, j'essaie de ne pas voir de vidéos d'autres youtubeurs qui ont parlé du même appareil. Donc, je fais les essais, hein, et s'il y a des trucs qui ne collent pas pour moi, alors là, je cherche ce qu'ont dit les autres. Voir s'il y a d'autres personnes qui disent la même chose ou pas. Si personne dit la même chose, je refais mes essais. Je dis, tiens, tel truc, je vais réessayer, c'est peut-être moi qui ai déconné, j'ai peut-être pas bien configuré ou un truc comme ça, si tu veux. Et si je retrouve la même chose, eh bien, je dis, bah moi j'ai trouvé ça, mais apparemment d'autres ne sont pas de mon opinion, parce que j'ai regardé d'autres vidéos, et bon, voilà. Il y en a qui n'ont pas vu le même problème, voilà. Mais je dis quand même ce que moi j'ai trouvé, parce que bon, il y a peut-être d'autres qui n'ont pas osé le dire, ou n'importe quoi, tu vois. Surtout que, quelquefois, tu sais, moi, en 2006, j'avais acheté le Leica M8, et il sortait en novembre, j'ai reçu au mois de mars. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Non, j'ai reçu en mars 2007. YouTube démarrait plus juste, mais personne n'en parlait de YouTube. Par contre, il y avait des forums. Et sur les forums, tu avais plein de mecs qui l'avaient essayé, ils disaient des merveilles de l'appareil et tout ça. Tu vois. Donc, les premières livraisons arrivent, au moins 2 mois après l'annonce. Les mecs, ils pleurent sur le X100 Mark VI, mais je te jure, moi, j'ai attendu de novembre. J'étais dans les premiers à commander et j'ai reçu en mars. Hein. Et donc, quand il arrive, les gens commencent à dire « Ouais, mais quand on fait des photos avec des tissus noirs, les tissus ils sortent violets, là. C'est normal, ça ?» Et Leica dit « Non, 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 non. » Et de plus en plus gens de gueule. Et ils disent « Bah ouais, il y a un problème parce qu'en fait, le capteur ne filtre pas correctement les infrarouges. Donc, on va envoyer à tout le monde 2 filtres infrarouges à mettre sur nos objectifs. Et les autres, ben, si tu en as plus, ben, il faudra que tu les payes. Quoi. Super, à 100 et quelques euros le filtre. Et beaucoup de gens sont retournés vers les testeurs en disant « Ouais, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu as montré le test quand il est sorti et pour ça que j'ai commandé. Et toi, tu n'as jamais vu ça ?» Et il y a pas mal de testeurs qui ont dit « Ah, mais attention les mecs, il y a un problème là. Nous, quand on a vu ce problème, on l'a signalé à Leica et ils nous ont répondu que ça serait corrigé sur la version définitive. Donc, fallait pas en parler. Et les mecs étaient sous contrat. Donc ils n'ont rien dit. Donc moi, depuis, quand j'entends un test de Leica qui sort avant que d'autres gens l'aient eu en main, ça ne m'intéresse même pas. Parce que je sais que la moitié de ce qu'il raconte, ça peut être du pipeau. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Mais il peut oublier de dire les gros problèmes. Parce que moi, je l'ai vécu. Sur des appareils, maintenant, ça vaut beaucoup plus cher. Un M11, maintenant, ça coûte 8 000 euros. À l'époque, le M8, je crois qu'il m'avait coûté 6 000 euros, un truc comme ça. Quoi. Et quand tu mets 6 000 euros dans un appareil et la marque s'est foutue de toi, voilà. Donc, j'en ai acheté un deuxième après. Et au bout de quelques temps, j'ai revendu mes 2 Leica M8.
Et j'ai dit je ne reviendrai pas sur les Leica sauf en argentique, donc j'en ai en argentique. J'ai réessayé des Leica, le Q2 monochrome par exemple que j'ai présenté, j'ai eu le Q3 en main, un truc comme ça, tu vois. Mais quand tu entends ce genre de truc, tu dis attends, mais ça sert à quoi d'être testeur alors? C'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. Donc moi, par exemple, quand on parlait de Filmora avant, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit tu dois dire ça, 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 ça et ça. J'ai dit non, non. Non, mais si, je dis non, non, moi je dis ce que je veux. Ah ok, bah alors écris ton script et tu nous l'envoies avant de faire la vidéo. Je dis non, 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 moi j'envoie rien. Ah, eh bien, t'envoies la vidéo avant de la publier. Je dis non. D'ailleurs, c'est comme ça, je veux tant pour mon temps, vous me payez la moitié quand vous me donnez le code pour activer le programme pour l'essayer, et l'autre moitié 2 jours avant la publication. Vous ne saurez rien de ce que je vais raconter. Et ils ont mis 48 heures, ils ont répondu, dit, ok, on fait comme ça. Et sinon, j'ai eu le cas de, par exemple, Luminar qui m'a contacté. Pareil, il faut dire ça, 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 ça. J'ai dit non. Et après, ils m'ont dit, bon, ben combien tu prends? J'aurais dit 5 000 euros, en sachant qu'ils allaient dire non. Alors, ils m'ont dit, bah non. Ok, bon, voilà. Parce que moi, je ne veux pas dire exprès, ce qu'on me dit de dire, si tu veux. Alors après, attention, il y a des cas où je pose les questions. Par exemple, quand Sony, par Digiphoto, j'ai reçu les deux A7, le C Mark II et le CR, ils m'ont donné le contact de quelqu'un de chez Sony. J'ai parlé avec lui, puisque comme il n'y avait pas encore de documentation technique, j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Et justement, il dit, est-ce que tu penses qu'il y a un point qui est important à montrer? Oui, bah ce point, je vais l'essayer, voir si c'est vrai, si ça marche et tout ça. Mais en aucun cas, on m'a imposé. J'ai jamais eu une seule marque qui m'a imposé de dire ce que je veux, tu vois. Et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de youtubeurs, c'est qu'ils pensent que pour qu'on t'envoie du matos, il faut absolument dire ce qu'on te dit de dire. Non, c'est pas logique, tu vois. Ça va créer de la déconfiance dans ton audience, d'une part, et c'est pas pour ça que la marque va continuer à t'en envoyer. Par exemple, ces objectifs là, la série, comment ils s'appellent, les snipers de Sirui. Ils me les envoient et je vois que Pierre Boisseau l'a essayé, et moi je commence à faire des essais et je trouve qu'il est un peu mou, si tu veux. Donc je commence à écouter des vidéos et Pierre Boisseau dit bah, moi je trouve qu'il est un peu mou comme objectif, il n'est pas super net, tu vois. Et après je regarde plein de tests et les mecs ils sont là. Ouais, c'est super net, génial, de ouais. bord à bord, c'est exceptionnel, c'est fantastique et tout ça. Ben pourtant, Sirui m'ont encore passé du matos, là, un trépied qui vient d'arriver, des objectifs anamorphiques, des trucs comme ça, tu vois. Je dis, bah, moi, je vais dire ce que je pense, tu vois. Et je dis, justement, bah, moi, je pense, comme Pierre Boisseau, effectivement, c'est un objectif d'une autre époque, c'est pas le truc qu'il faut utiliser pour faire de la photo de produit où c'est hyper net. Tu peux toujours rajouter un petit peu de netteté avec un topaz à sharpen si tu veux et tout ça, mais l'idée au contraire, c'est un genre d'objectif d'une autre époque, plutôt mou, plutôt romantique, un truc comme ça, il faut le voir comme ça. J'ai passé mes liens une fois que c'était publié à Sirui. Réponse de Sirui. On a regardé ta vidéo. Tu es parmi les seuls youtubeurs qui ont dit la vérité sur l'objectif. Parce que justement, c'est un problème pour Sirui. Que tout le monde ait dit ouais, ils sont super nets. Parce que toi, tu l'achètes, tu le reçois, tu le retournes. Imagine pour la marque, c'est un problème. Il faut dire la vérité. Parce qu'une marque préfère vendre moins que fabriquer comme des dingues, avoir que des retours. Donc je pense qu'il faut dire absolument la vérité. Parce que ce n'est pas un mauvais objectif. C'est un mauvais objectif pour tel truc et un très bon pour tel autre. Par exemple, si tu veux faire de la photo d'une personne, du portrait, et tu veux justement une personne qui est ridée, tu ne veux pas en rajouter encore plus, ben, il ne faut pas un objectif macro pour faire ça, parce que tu vas lui sortir jusqu'à moins de défauts. Ni un objectif super, super net. Au contraire, il faut un truc plus doux, si tu veux. Et par contre, en photo de produit, c'est l'inverse. Donc, je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de youtubeurs de dire ce qu'ils pensent que les gens veulent entendre. Ou surtout ce que la marque voudrait entendre. Et ça, c'est une erreur. Il faut être soi-même. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas vraiment de critères. J'essaie, comme dit Valou à travers les yeux de Valou, il dit, moi, j'aime bien partir sur une page blanche. Donc, j'essaie de ne pas trop savoir ce qu'ont dit les autres et avoir mes premières impressions. Et quelquefois, on n'est pas mûr. Par exemple, quand j'ai essayé le Fujifilm X Pro 2, j'ai dit que ça me semblait une usine à gaz, ce truc de viseur, si tu veux. Et quand j'ai essayé le X Pro 3, ben moi, tu vois, dans ma tête, ça avait évolué. J'ai pris le X Pro 3. Alors,
que l'écran soit retournable, c'est un détail. Mais la manière d'utiliser l'appareil, j'avais mûri. D'ailleurs, avec le X100V que j'ai eu, le Mark 5 et le 6, c'est la même situation de visée, si tu veux. Je me suis beaucoup plus habitué. Et ça me semblait plus agréable, si tu veux. Et je l'ai dit d'ailleurs dans le X Pro, sur la vidéo du X Pro 3, je dis désolé, j'étais pas prêt quand j'ai essayé le X Pro 2, j'avais pas ressenti l'idée de l'appareil. Et je pense qu'il faut être honnête. Et il y en a justement qui me disaient, d'ailleurs, un mec de Fuji avait commenté sur la vidéo en espagnol. Il m'avait dit merci Eric pour tes impressions, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Et je pense que oui, les marques sont intéressées. En fait, moi, ce qui ne m'avait pas plu, c'est l'histoire du viseur hybride, que tu peux avoir le viseur en optique et en même temps un overlay, une couche numérique, si tu veux. Et quand tu faisais des photos de très près, c'était un bazardingue à utiliser, quoi, pour moi, à mon avis, quoi. Puis après, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'appareil que tu utilises pour faire ça, en fait. Donc, tu es plutôt de la photo de rue, tu ne vas pas faire du macro avec ça, alors que tu peux, si tu veux. Et je pense que ça fait énormément évoluer mon point de vue sur cet appareil. Mais c'est pour ça qu'une fois, je pense qu'il faut partir d'une page blanche et pas avoir peur de se tromper non plus et rectifier si on s'est trompé. Hein. Si tu dis, tiens, je pensais que c'était bien, mais en fait, c'est pas terrible, ou à l'envers, tu vois. Puis après, il y a des choses qu'on ne sait pas quand on essaye. Par exemple, le Sony HX400, je crois qu'il s'appelle, ou je sais pas, c'est un bridge. Pour moi, c'est un super appareil. Mais quand je l'essayais, il venait de sortir. 2 ans, 3 ans après, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont eu des pannes avec. Mais moi, je ne peux pas le savoir, ça. Et tu testes pas la fiabilité, la durabilité de l'appareil. Bah ouais, moi, je ne vais pas l'avoir 3 ans pour te dire 3 ans plus tard. Alors, quand c'est le mien, je peux faire une vidéo 1 an après. Après 1 an d'utilisation de tel appareil, mon opinion, si tu veux. Mais sinon, je ne peux pas, quoi. Mais, et les critères, j'essaie toujours de me mettre au niveau de l'appareil. Moins un appareil est cher, moins tu peux être exigeant. Plus un appareil est cher, plus tu peux être exigeant. Après, essayer de me mettre dans la situation du client cible. Si par exemple, c'est un appareil qui est pensé pour débutants, moi, je vais essayer les menus d'aide, les trucs comme ça, voir si effectivement un mec qui n'a aucune idée va s'y retrouver. Tu vois. Par contre, si on met, je sais pas, un Canon R3, je pense que le R3, c'est la photo de sport et tout ça, tu ne vas pas t'amuser à voir s'il y a un petit menu d'aide. L'important, c'est de voir si la rafale est vraiment soutenue, si effectivement l'autofocus va suivre un coureur ou un truc comme ça, si tu veux. Donc moi, j'essaie de me mettre un petit peu dans cette position. C'est pas toujours possible, parce que quelquefois, les appareils sont pensés pour un truc, c'est pas du tout le genre de photo que tu fais. Donc je vais pas aller faire un safari au Kenya pour faire une photo d'éléphant pour tester un objectif, tu vois. Mais bon, voilà. Moi, je pense que ton avis sincère et franc, il attirera une audience plus fidèle, parce que les gens, ils reconnaîtront ton caractère distinctif par rapport aux autres. Plus de ça, ceux qui donnent leur bip, qui se compromettent, on va dire, pour rester polis par rapport aux marques, leur soupe, ils peuvent nuire à la réputation, en fait, parce que tu vas donner un super avis sur un produit, le mec va l'essayer, va l'acheter, et il va le renvoyer, il va dégoûter, il va mettre un sale avis sur Amazon ou sur 18 photos, peu importe. Alors qu'à l'inverse, si tu fais une critique constructive, ça peut également aider la marque sur le produit pour s'améliorer. Ouais, c'est possible. Par exemple, je sens de marque aussi des petits objectifs pour iPhone avec des filtres. J'avais marqué des objectifs super, un système de filtres complètement débile. C'est le titre que j'avais dit, un truc comme ça, ou stupide, j'avais dit, tu vois. Et ils m'ont dit merci. Après, ils ont rectifié sur la version suivante. Ils m'ont dit, ils m'ont renvoyé les nouveaux filtres. Ils m'ont dit, voilà, on a changé ce que tu avais dit. Alors, pas que moi qui s'était plaint. Je parle le poids énorme, mais ça, je pense que tout s'ajoute, si tu veux. Et puis après, il y a certains youtubeurs qui sont un petit peu des rusés, on va dire, ou des malins, ou j'ai pas dit des escrocs. Il n'y a pas besoin de faire bip. Mais tu as des gens, si tu veux, qui vont casser un appareil parce que c'est pour aller à contre-courant des autres. Ils savent que ça va faire de la visite, tu vois. Et puis après, tu as le mec encore plus tordu, qui par exemple, il pense que l'appareil, il est super, mais il n'y a plus de stock. Donc s'il n'y a plus de stock, si les gens achètent, ils ne vont pas avoir l'appareil tout de suite. Donc lui, s'il a un code affilié qui pourrait lui rapporter un peu d'argent, il ne va pas avoir cet argent avant longtemps. Donc, il sort un avis mitigé en proposant peut-être quelques alternatives. Comme ça, les gens, finalement, ils ne mettent pas l'argent sur cet appareil, ils mettent sur un autre truc un peu concurrent et tout ça.
mais lui, il sait que ça va peut-être faire des ventes, et donc peut-être lui, il va toucher. J'en connais 2 ou 3 comme ça, et c'est assez flagrant d'ailleurs. C'est assez flagrant la stratégie qu'il y a derrière. Et ça, moi, je trouve ça absurde. Je pense que les liens affiliés, c'est un gros cadeau, mais ça reste un cadeau. Ton boulot, il faut quand même que tu le fasses bien, si tu veux. Le serveur, il ne te sert pas parce qu'il va y avoir un pourboire. Il te sert parce que c'est son boulot, quoi. Tu vois? Après, s'il y a un pourboire, c'est sympa, quoi. Mais son boulot, il doit bien le faire. Moi, je pense que c'est comme ça, tu vois. Et donc, c'est vrai après, il y a des mecs qui ont des quantités de visites impressionnantes. J'avais vu un mec qui présentait 2 appareils Canon, mais c'était un gamin. Et le mec, il était l'appareil en main, il était ouais, il est super parce qu'il fait des photos. Hein. Non, sérieux, tu rigoles. Et il avait eu, je ne sais plus si c'était deux appareils, je crois que c'était le 2000D et le 4000D. Alors, il y avait un paquet de. Je sais pas, le mec il a peut-être 200 000 abonnés, un truc comme ça. Alors ça ne me dérange pas, soit c'est un gamin. Hein. Moi, j'ai rien, aussi bien l'âge vers le haut, vers le bas. Moi, j'ai vu des mecs de 15 ans qui sont des mecs incroyables au niveau photo, et puis des mecs de mon âge qui sont aussi nuls que moi. Donc voilà, il y a de tout, tu vois. Donc il y a de tout, tu vois. Donc, mais c'était plutôt, je ne comprenais pas le manque de rigueur absolue. Il frétillait comme s'il avait, je sais pas, comme s'il avait gagné à la tombola, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. Et moi, je pense que ce genre de truc. Peut-être que Canon avait décidé de lui passer les appareils photo parce que de cette manière, ça touchait un public de son âge, donc dans son style et tout ça. Mais c'est pas sérieux de la part de la marque, à mon avis. Tu peux avoir un mec enthousiaste. Moi, quelquefois, quand un appareil me plaît, comme le XS20, quand j'ai présenté, il y en a qui m'ont dit mais t'es payé ou quoi? Parce que t'as l'air très enthousiaste. Non, il est super. D'ailleurs, je vais l'acheter, tu vois. Et je l'ai acheté, tu vois. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine rigueur au niveau de parler un petit peu du contenu de l'appareil, ce qu'il fait et tout ça. Pas simplement le mec qui dit ah, c'est un super appareil photo, il fait des photos. Tu vois. Mais il y a de tout pour faire un monde. Après, beaucoup de gens, je pense, se trompent en disant ouais, mais chacun est capable de faire prendre ses propres décisions. Eh bien, moi, je ne suis pas complètement convaincu. Il y a quand même énormément de gens qui sont très influencés par ce que dit une personne, en bien ou en mal. Hein. Et quelquefois, ils voient 2-3 vidéos de mecs qui racontent n'importe quoi, mais pour raison A ou B, eh bien, ils pensent que c'est eux qui ont raison. Et après, ils se rendent compte de la douleur, quoi, tu vois. Ou alors, ouais, et puis après, un mec, il peut être super sympa et ne pas savoir de quoi il parle, ou un mec, au contraire, il n'a pas l'air du tout sympa, et ce qu'il dit, c'est complètement sensé, si tu veux. Hein. Voilà. Et puis après, on a toujours. Après, il y a ceux qui essaient d'éviter la guerre avec les fanboys. Moi, ce n'est pas un truc qui me fait peur, si tu veux. Quand l'autre jour, j'ai fait un comparatif entre ce que proposait Hasselblad en moyen format et Fuji. Pourtant, moi, j'ai du Hasselblad en moyen format. J'ai dit qu'un professionnel ne devrait surtout pas acheter d'Hasselblad parce que la compagnie n'est pas sérieuse. Le service après-vente et tout ça, les délais de livraison, tout ça, un professionnel ne peut pas avoir une panne un samedi et on est incapable de lui dire si dans 6 mois il aura un autre appareil ou un autre objectif. C'est impensable, quoi. Dans ces tarifs, c'est impensable. Et je l'ai dit. Donc, il y a quand même plusieurs utilisateurs d'Hasselblad qui m'ont dit « tu as complètement raison ». Mais il y en a d'autres qui ont dit « mais comment tu peux dire ça de notre marque et tout ?» Donc, moi, j'ai au moins le bouclier de dire « mais attention, moi aussi, je suis utilisateur ». Donc, là, ça bloque un peu le fait de dire « ouais, t'es un jaloux ou n'importe quoi ». Parce que tout de suite, c'est un plein qui dit ça. C'est que t'es jaloux parce que tu l'as pas. Bah ouais, je l'ai, regarde, il est là. Tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu fais encore voilà, attention à ce qui se dit, enfin, aux haters, je parle des mauvais commentaires. Ben, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais pourquoi tu t'embêtes à répondre ?» Parce que ça me défoule, en fait. Parce qu'en général, les haters, souvent, ce qu'ils racontent, c'est absolument n'importe quoi, en fait. Mais tu te défoules, et puis après, tu dis « ouais, mais quand j'en vois balader le mec, peut-être que c'est mauvais pour mon image. » Il y a toujours des mecs qui vont dire « ouais, mais Eric, il a peut-être raison, mais les formes, c'est pas ça et tout ça. » Donc après, moi, normalement, je vire le commentaire et c'est fini, quoi. Et par exemple, l'autre jour, il y a un mec qui a commenté justement sur le X100 Mark VI, il n'a pas vu la vidéo. Il a dit encore une vidéo de machin, je ne sais plus quoi, c'est du n'importe quoi. Je lui dis attends, t'as vu la vidéo? Il dit non, mais je ne vais pas la regarder. D'ailleurs, je ne regarde aucune vidéo sur cet appareil. Je viens simplement pour me moquer de ceux qui sont intéressés par l'appareil. D'ailleurs, j'ai fait un commentaire aussi sur la vidéo de Loris Romano, pareil, en le chambrant.
Quand il a dit ça, je dis c'est bon, hop, j'ai viré ses commentaires et je l'ai bloqué de la chaîne, tu vois. Pourquoi? Parce que ça, c'est des gens débiles, quoi, Temps qui à s'embêtent perdre. à la maison. Oui, voilà, c'est ça. Bah ouais, mais c'est niveau maternel, quoi. Et puis après, il y a des gens, tu peux ne pas être du tout d'accord avec eux et eux pas du tout d'accord avec toi, mais tu t'entends quand même. Parce que ils comprennent que ne pas être d'accord avec moi, c'est exposer leur opinion, mais c'est pas me forcer à changer d'avis. On dit qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, mais bon, quand je dis quelque chose, normalement, c'est que j'y réfléchis. Donc c'est pas le premier mec qui arrive qui dit ah bah ouais, change d'avis. Et puis l'autre, il arrive, et puis ah ben je rechange d'avis. Non, moi j'ai essayé de dire. Donc il y a des gens qui t'exposent leur point de vue de manière super éduquée, hein. Quelquefois, je peux dire bah ouais, et je leur dis bah t'as peut-être bien raison sur ce point, ou je continue à pas être d'accord, mais on ne rentre pas dans une bataille, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui pensent que quand ils commentent, leur but, c'est rentrer dans un dialogue jusqu'à ce qu'eux, ils gagnent la guerre. Alors, j'oublie deux trucs. D'abord, moi, je reçois entre 200 et 400 messages et commentaires par jour. C'est entre email, messages par Instagram et commentaires sur YouTube. Donc, moi, je ne peux pas passer 10 heures sur un mec. Les autres ont reçu le droit à avoir une réponse. Au moins un petit cœur, tu vois, qui voit que j'ai lu au moins, tu vois. De toute façon, moi, sur ma chaîne, je valide. Il n'y a aucun commentaire qui sort direct. Je valide toujours. Il y a des gens qui disent, mais c'est pour éviter les haters. Je dis, non, non. C'est parce que s'il y a une question urgente, un mec qui me dit, tiens, il y a une offre d'être tel appareil, je ne sais pas si ça existe ou pas, bah, lui répondre tout de suite. C'est surtout pour ça, en fait, tu vois. Mais, et souvent, donc je pourrais très bien ne pas valider les trucs, les mecs qui m'insultent, tu vois. Je pourrais ne pas les valider et je les valide et je leur réponds. Puis après, ça me gonfle et puis je les vire, quoi. Mais il y a des gens qui sont vraiment des malades, quoi, qui s'ennuient à la maison et forcément, il faut qu'ils aillent se moquer de quelqu'un, quoi. Tu vois. Et puis après, il y a d'autres youtubeurs qui sont comme ça, hein. Moi, j'ai eu une accroche avec un mec sur une chaîne. Moi, je ne connaissais pas. Et il raconte, justement, pour faire du buzz, il racontait que des trucs négatifs sur le nouveau Fuji. Mais des trucs, il se trompait. Il disait non, il n'est pas tropicalisé. Mais s'il est tropicalisé, il faut mettre un filtre. Et c'est fait comme ça pour que tu puisses justement mettre les bonnettes de 28 et 70 mm et 50 mm. Mais que du n'importe quoi. Donc moi, je commente, tu vois, pam, 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 pam. Réponse du mec. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? T'avais nulle part où garer ta camionnette? Et après, il met des explications sur le prix. Et je lui réponds en lui démontrant que le prix Fuji, c'est le même partout dans le monde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le prix hors taxe et hors frais d'importation. Donc, tu prends, quand tu lui dis, ouais, aux États-Unis, il a 5300, il a 1500 dollars, et en Europe, il est à 1799. Oui, mais le prix que tu vois américain, il faut rajouter les taxes dans chaque État, qui peut être entre 5 et 10% suivant les États. Ouais, mais au Japon, il est à 1300. Je dis, ouais, non, mais au Japon, il n'y a pas de taxe d'importation. Et la TVA, elle est de 10% au Japon. Donc, tu regardes, le prix hors taxe, c'est à peu près le même dans le monde entier. Donc, il modifie sa question, sa réponse à mon commentaire. Il laisse simplement en 3 langues. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais nulle part où garer ta camionnette. Pour se moquer de ma chaîne. Je lui envoie un message privé. Le mec, il m'insulte. Il dit que je suis tout ce qu'il peut détester d'un youtubeur et tout ça. Alors que moi, après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui détestent ce mec parce qu'il prend tout le monde de haut, si tu veux. Mais c'est des trucs que moi, je ne comprends pas ce genre d'attitude, si tu veux. Parce que moi, je n'avais rien fait. En plus, j'avais fait un commentaire super éduqué, si tu veux. Il aurait pu me dire tiens, curieux de te voir sur ma chaîne, ou un truc comme ça, tu vois, ou non, non, je suis pas d'accord, tu vois. Mais directement, c'est la moquerie, tu vois. Et moi, je trouve ça un peu. Qu'il y ait des mecs comme ça, je comprends pas trop, quoi. Surtout que c'est des mecs qui. Alors, en plus, dans le message, il me dit mais c'est comme ça, tu sais, toi et moi, on est des mecs détestés. Je lui ai dit non, non, non. Qu'il y ait certains qui nous détestent, soit. Mais toi, c'est clair que tu es un mec détestable. J'avais répondu, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, alors comme matériel, à un débutant qui se lance dans la photo? Ben d'abord, le premier conseil, ça serait qu'il ne paye pas plus que ce qu'il peut se permettre réellement. Parce que d'abord, il ne sait pas encore si ça va lui plaire de faire de la photo. Deuxièmement, je pense que c'est vrai que c'est fantastique d'ouvrir un appareil photo neuf pour la première fois. Mais souvent, pour le même prix que du neuf, il a de l'occasion d'un niveau bien supérieur. Donc, ça complique un peu, si tu veux, le choix. Mais surtout, je dirais ça, au niveau matos, pense un petit peu ce que tu as envie de faire. Le problème, c'est que le débutant, il veut tout faire.
Il y a des mecs qui me disent, bon, je veux faire du portrait, un peu de paysage, de l'animalier, et si je pouvais faire du macro, ça serait sympa aussi. Je dis, ouais, bah là, prépare les sous, quoi, parce que, à moins que tu achètes un bridge, bah, forcément, tu vas avoir un paquet d'objectifs différents, quoi. Donc, ça serait essayer de définir. Après, je dirais, pour t'amuser, continue à utiliser ton smartphone, et pour apprendre la photo, concentre-toi sur un truc spécifique. Je veux dire, bon, pour l'instant, je viens de recevoir mon appareil de base avec un 18-55 par exemple, millimètres, typique APS-C. Ok, tu t'obliges à ne rien acheter d'autre pendant 6 mois, jusqu'à ce que tu connaisses ton appareil, que vraiment, quand tu vas te rendre compte que ben, finalement cet objectif il est trop court pour toi, ou pas assez lumineux, ou ceci, cela, ben là tu prendras un autre objectif si tu veux. Le problème c'est que les gens veulent tout de suite. Autrefois, tu allais beaucoup plus lentement. Tu vois. Donc moi je dirais, si ce que tu veux faire c'est du tout et du n'importe quoi, bah, prends ce que tu veux, puis c'est pas grave si tu veux. Mais si vraiment tu veux être dans une phase d'apprentissage de la photo, oblige-toi à avoir un matériel que tu peux payer et surtout à le connaître à fond. Parce que même si après tu changes d'appareil, il y a plein de trucs qui sont communs à tous les appareils photo. Donc ce que tu auras appris sur celui-là, ben, ça te servira aussi sur les autres si tu veux. Comprendre qu'il y a une différence entre mesure lumière ponctuelle, matricielle, pondérée centrale, tout ça, bah, ça c'est pratiquement sur tous les appareils photo. Donc quand tu auras compris la différence sur le tien, bah, le jour où tu en achètes un autre, bah, ça ira pareil si tu veux, ou pratiquement pareil si tu veux. Et je pense que c'est surtout ça. Et surtout, ne pas acheter un truc que tu ne peux pas payer, quoi. Je vois des gens qui achètent un super appareil et ils peuvent même plus partir en vacances. Alors, si c'est que c'est pas grave. Mais quand c'est aussi la femme ou le mari et les gosses, bah, c'est pas de leur faute, si tu veux. Donc, prends un truc plus raisonnable. Après, ne te laisse pas aveugler par le haut de gamme. Parce qu'autrefois, en fait, le très haut de gamme, on le voyait jamais. Tu prenais chasseur d'images et ou réponse photo, je crois que le chasseur d'images est plus ancien, mais tu n'avais pas on présentait pas un appareil Phase One par exemple, tu vois, où c'était très très rare, ou un seul blade de haute qualité, bah, normalement non si tu veux. Et alors peut-être qu'il y a eu des articles, mais normalement non, tu vois. Donc les gens, ils étaient pas, ils regardaient la gamme qui correspondait à leur situation, si tu veux. Maintenant, avec Internet, tu vois tout. Donc tu penses que si tu n'as pas le Canon R5, tu n'es rien. Si tu n'as pas le Nikon Z9, tu n'es rien. Si tu n'as pas un Alpha 9 Mark III, bah, tu n'es pas grand-chose si tu veux. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, non, ce sont des appareils spécialisés et 90% de l'appareil est le même que sur ton appareil de base, c'est-à-dire un capteur. Et la différence, c'est tout ce qui est autour et probablement ce dont tu n'as pas besoin. C'est-à-dire une super rafale, une super détection de je ne sais pas quoi, un truc comme ça, un truc que tu n'as pas besoin. Donc, faut oublier ces appareils si tu veux. Et puis, un autre phénomène, c'est qu'aussi, autrefois, tu n'étais pas livré à toi-même. Tu allais dans un magasin, c'est un photographe qui te recevait, qui t'expliquait, qui te conseillait, dit, bah, voilà, pour ce que tu veux faire, moi, je te conseille tel appareil et tout ça. Et ça aidait énormément. Alors, c'était peut-être pas un photographe comme professionnel photographe, mais c'était un photographe amateur, passionné de photo, qui travaillait dans un magasin photo. Donc, il savait la photographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre En général, il y a un studio derrière. En général, c'est voilà, comme un photographe. Voilà, il n'y a pas de différence entre un photographe amateur et un professionnel. C'est un terme fiscal. Un numéro de tiré. Voilà, exactement. Après, il y a des bons et des mauvais dans les deux camps, si tu veux. Mais c'était un mec qui savait de quoi il parlait au niveau photo et qui te conseillait très bien. Maintenant, non, en fait, tu es face à YouTube et il y a Eric qui a dit tel truc, donc il faut que je l'achète. Ah ben non, machin a dit le contraire. Alors, qui est-ce qui a raison, Eric ou l'autre? Ben non, on a peut-être tous les deux raison, tous les deux torts, si tu veux. Donc, il faut que les gens, surtout avant d'acheter, analysent vraiment leurs besoins, leur budget, prévoient une poire pour la soif, c'est-à-dire beaucoup de gens achètent un super appareil avec l'objectif de base, mais dans 6 mois, ils n'auront pas d'argent pour acheter ce deuxième objectif dont vraiment, oui, ils auraient besoin, alors qu'ils avaient pris une gamme un peu plus basse. Eh bien, ça aurait peut-être été plus simple, parce qu'ils auraient pu justement grandir. Dans le cas, toi qui fais du mariage, tu le sais, moi je dis souvent, vaut mieux 2 appareils identiques de moyenne gamme qu'un de haut de gamme et un d'entrée de gamme. Parce que si tu as une panne, tu as l'autre de secours, mais tu n'as pas à réfléchir où sont les boutons, c'est le même appareil, c'est la même qualité d'image, c'est tout pareil. Donc quelquefois, aller vers le haut de gamme, c'est une erreur stratégique.
et coûteuse, tu vois. Et donc, moi, je dirais aux gens surtout de bien penser ce qu'ils veulent faire et être disciplinés pendant cet apprentissage, pendant ce temps d'apprentissage, justement pour ne pas acheter de tout et n'importe quoi, tu vois. Quand je vois des gens qui disent sur Facebook, voilà, je viens d'avoir mon appareil, qu'est-ce que vous me conseillez comme deuxième objectif? Ben, on ne sait pas. C'est toi de le savoir. Tu as eu ton objectif de kit, ton petit zoom de kit. Où est-ce que ça bloque? C'est pas assez large ou c'est pas assez long? Si c'est pas assez long, il faut un tel objectif. Si c'est pas assez large, il faut un grand angle. Mais c'est à toi de le savoir. Si tu poses cette question, ça n'a aucun sens, tu vois. Si tu poses la question, c'est que tu n'es pas prêt à avoir un deuxième objectif, si tu veux. Tu vois. Et voilà, je pense que ce serait mon conseil. Et surtout, ne pas claquer plus d'argent que ce qu'ils peuvent se permettre. Il y a énormément d'options et après, il y a tout le marché d'occasion. Et marché d'occasion en magasin, c'est intéressant aussi parce que justement, ils sont obligés de te faire une garantie. Alors que le particulier, même si en principe il est obligé, s'il y a un problème, c'est compliqué, quoi. Mais en magasin, ils sont obligés de te faire une garantie. Donc, c'est normalement des appareils qui sont révisés où on vérifie que tout va bien et il y a une garantie. Mais je crois que le marché de l'occasion, pour beaucoup de débutants, serait plus intéressant que prendre un entrée de gamme de base qui, dans 6 mois, peut-être, ils vont se retrouver un peu court dessus, quoi, pour ce qu'ils veulent faire. Voilà. Après, tu as des appareils d'entrée de gamme que tu peux utiliser 10 ans, faire des trucs superbes. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si ton idée, ton appareil qui fait une rafale de 3 images secondes, demain tu veux commencer à faire de la photo sportive et tu as besoin de minimum 8 ou 10, là, il n'y aura rien que tu pourras faire pour solutionner le problème, sauf apprendre à déclencher juste au bon moment, quoi. Mais voilà, voilà. Donc voilà. Mais surtout, réfléchir avant de claquer son argent, quoi. Ouais. Et si tu avais un objectif à conseiller, enfin une focale pour débuter? Ben, réellement, il y a 2 écoles. Il y a l'école du zoom et l'école de la focale fixe. Si tu te rends compte, autrefois, les réflexes, les réflexes en argentique, ils étaient tous équivalents. Réflexes 24-36, ils étaient tous l'équivalent, donc full frame, si tu veux. Et normalement, tu incluais un objectif, c'était le 50 mm, qui s'approche plus ou moins de la vision humaine si tu ne tournes pas les yeux, ok? Tu regardes comme ça, tu vois. Par contre, les appareils qui étaient à objectif fixe, eh bien, c'était typique d'avoir un 35. Par exemple, comme sur les X100, les X100, tu avais un 35. C'est en fait la même vision humaine, mais tu peux tourner un petit peu la tête si tu veux, tu vois. Eh bien, je pense que ça, c'est les 2 focales idéales pour démarrer. Donc, où tu as un petit zoom 18-55 ou 16-45 ou 16-50, mais dans ces eaux-là, c'est pas trop mal, sauf que moi, à mon avis, le zoom, ça te rend fainéant. Et avoir une focale fixe, ça t'oblige à te déplacer. Mais il faut comprendre aussi que beaucoup de gens, cet appareil, ils vont vouloir aussi pour faire la photo d'anniversaire du gamin. Et puis, tu vas pas dire, je ne peux pas te faire la photo parce que tu ne tiens pas dans la pièce. Tu vois, on va mettre le gâteau dehors pour la photo. Donc, ça complique un peu, si tu veux. Mais je pense que la focale fixe est une très grande école pour apprendre à composer. Et ces contraintes t'obligent à penser tes photos, à réfléchir, à te déplacer, tout ça. Moi, quand j'étais avec du Canon 5D Mark II et Mark III, tous les mariages, je la faisais sur un appareil, il y avait un 35 mm 1.4 et sur l'autre, il y avait un 85 mm 1.8. Et j'ai jamais utilisé de zoom à cette époque. J'étais tout en focale fixe. Il faut que tu te déplaces là, tu vois. Et puis, il n'y avait pas non plus une super résolution de 40 millions de pixels pour recadrer. Hein. C'était à 20 et quelques et là, c'était bon, quoi. Mais ça t'oblige à être créatif. Ouais, mais moi je pense que c'est ça. Je pense que la focale fixe, 1,50, ça reste trop étroit à mon goût. Hein, à mon goût. 35, les gens disent ouais, mais un portrait ça déforme. En fait, non, ce qui déforme, c'est le fait d'être près de la personne. C'est la distance. C'est exactement. Donc si tu te mets plus loin, surtout si ça va être pour mettre sur les réseaux sociaux, tu recadres, c'est pas grave. Tu recadres, mais la focale fixe, c'est une bonne école. Moi, j'aime bien le 35. Hein. Je crois que j'adore le 35. C'est très polyvalent, en fait. La rue, même ça peut te faire des portraits assez agressifs. D'ailleurs, si tu te mets près, c'est assez agressif, tu vois. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est assez polyvalent, tu vois. Mais sinon, le zoom qui vient du kit, tu vois. Et quelquefois, il y a certaines marques qui ont des zooms qu'on dit c'est des presse-papier, et c'est vrai, ce n'est pas des super objectifs, mais qui permettent de faire quand même pas mal de choses. Puis après, il y a certaines marques qui te mettent un objectif de kit qui est vraiment un très bon objectif. Donc, il te revient bien moins cher quand tu l'achètes avec l'appareil. Par exemple, moi, quand j'ai acheté mon Olympus le EM5 Mark II,
l'objectif de kit, c'était le 12-40 2.8, qui en kit, ça refaisait l'équivalent de 500 euros. Par contre, en seul, c'était pratiquement 900. Et là, on parle que c'était un super objectif. Donc, j'aurais eu tort de ne pas le prendre. Tu vois, c'est quand même un super objectif. D'ailleurs, ils mettent plus celui-là dans le kit. Hein. Tu vois, c'est vraiment un super objectif, si tu veux. Et donc, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a, quoi. Mais, et surtout, s'obliger à utiliser cet objectif que tu as. Tant que tu n'as pas augmenté ton niveau, t'obliger à l'utiliser. Hmm. Parce Quand que tu te sinon, sens il te manquera limité, toujours tu quelque chose. vas chercher à changer. Ouais, mais pas au bout d'une semaine, quoi. Et qu'est-ce que tu peux donner comme recommandation, on va dire, d'une chaîne YouTube, un compte Instagram, un livre, quelque chose qui t'a plu récemment? Alors, le plus récent que j'ai découvert, c'est Valou, à travers les yeux Ouais. de Valou. Et qui Parce t'a fait le que, live ouais, parce qu'en fait, il fait ce qu'on appelle du POV, alors point of view, donc point de vue. Et en faisant la balade, tu vois la photo qu'il fait de l'endroit que tu vois, si tu veux. Donc, si moi je te montre une photo, tu ne sais pas comment était la situation. Tu vois la photo, c'est terminé. Tandis que là, tu te promènes avec lui et tu vois la situation. Donc, ce genre de photos, ça c'est intéressant. Après, moi, sur YouTube, je regarde surtout des choses qui n'ont rien à voir avec la photo. Donc, je ne suis pas le bon exemple. Mais c'est pas J'ai- grave, pas forcément en photo. Hein. alors j'adorais Villebrequin, mais ils ont fermé. Villebrequin, ils parlaient de bagnole. Ils ont arrêté leur chaîne. Après, j'aime bien voir beaucoup de vidéoclips musicaux. Parce que là, si tu prends le temps de regarder la vidéo, tu te rends compte qu'en 3 minutes, il faut qu'il travaille le cadrage, la composition, l'éclairage. Et tu apprends énormément sur ce genre de trucs. De même que sur les courts-métrages. Hein. Bon, courts-métrages, ça dépend lesquels, hein, mais souvent. Et je crois que c'est une super école pour apprendre. Après, il y a un Américain que j'aime bien, c'est Kamike, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Hein. Kamike, je l'ai sur Instagram aussi. Hein. Et lui, il fait de la vidéo. Kamaki, pardon, c'est ça, ce mec. Voilà, hop, je ne sais pas si on voit. Tu vois. Alors, il a aussi une chaîne YouTube. Et c'est super intéressant parce que lui, il a un point de vue très cinématographique. Il travaille la lumière au millimètre. Et il présente aussi quelques matos, si tu veux. Mais tu apprends énormément avec ce mec parce que tu vois comment il fait sa vidéo, son montage, tout ça. Son montage, comment il réfléchit au résultat qu'il recherche, si tu veux. Et ça, c'est une chaîne qui me semble très intéressante. Après, en chaîne pur divertissement, par exemple, ben, on parle souvent de, comment il s'appelle, Peter McKinnon, par exemple. Peter McKinnon, qui est une référence, mais je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est le show qu'il monte. Parce au niveau matos, il raconte pas grand-chose. D'ailleurs, lui, il le dit lui-même. Moi, je fais une vidéo autour d'un sponsor. C'est-à-dire que moi, ma vie, c'est de gagner de l'argent. Donc, ce mois-ci, j'ai telle marque qui sponsorise ma vidéo. Ben, moi, il faut que je raconte quelque chose autour. Mais au niveau, moi, grâce à lui, j'ai appris à sourire beaucoup plus, par exemple, sur mes vidéos. Avec la barbe, on voit moins, mais sourire plus, parce que je me rends compte que lui, il sourit, tu vois. Après, il y a des vidéos qui me semblent il y a des chaînes qui me semblent super pro au niveau de l'analyse. Par exemple, ex-DP Review, maintenant c'est Petapixel, parce que Chris Nichols et Jordan Great sont partis chez Petapixel. Mais eux, ils ont, à mon avis, ces mecs super objectifs, si tu veux. Ça, il me semble très bien leur présentation. Après, en amusement, j'aime bien KIW aussi. Hein. C'est un Asiatique, mais il doit être britannique aussi. Il était avant, il était à Hong Kong, maintenant il est à Londres. Et lui, tu te marres. Mais ce qu'il dit, c'est correct. C'est-à-dire, il fait quand même une analyse sérieuse, mais dans une ambiance amusante. Après, alors je te parlais que des mecs qui étaient. Je n'ai pas parlé de francophones, hein, sauf Valou. Après, au niveau francophone, ben, je fais tourner un petit peu parce que j'ai pas le temps de tout voir. Après, moi j'adore la chaîne de Loris Romano, par exemple. Qu'on s'appelle Light and Shoot, parce que lui, il peaufine la lumière et tout ça, il fait vraiment super bien. Après, il y a d'autres chaînes, celle de Yann Pelka, par exemple, c'est une toute petite chaîne où il est peintre et photographe, mais il a sa manière de présenter. C'est pas, on peut pas le considérer youtubeur parce qu'il met des trucs sur YouTube, mais tu parles avec lui, il dit non, non, mais moi je mets ça comme ça, tu vois. Et quelquefois, il fait des promenades, des trucs comme ça, c'est intéressant aussi. Hein.
La tienne, j'ai vu de temps en temps, pas trop souvent, parce que je suis pas spécialisé mariage plus maintenant, donc voilà. Et après, il y a en francophone, ouais, il y en a un paquet quand même, hein. Après, qu'après, il y en a certains, si je dis pas, ils vont se vexer. mais c'est pas Mais il qu'ils faut vexent pas en pas, dire trop, arrête-toi là. non, 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 mais après, je pense qu'il y a pas mal de chaînes qui sont intéressantes, hein. Surtout que chacun a sa manière de présenter les choses. Par exemple, il y a un mec que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui me suivait sur ma chaîne, je ne savais pas. Il s'appelle Yann Mathias, Yann Mathias. Et lui, il est Leica Q3. Appareil que moi, je dénigre pas mal, parce que je trouve que le tarif pour ce qu'il propose, c'est pas bon. Mais tu regardes sa chaîne, ce qu'il raconte, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je veux l'inviter sur la mienne. Il explique pourquoi son choix. Il explique autre chose, pas seulement ça, tu vois. Et ça, c'est un mec qui me semble super sérieux. Super sérieux. C'est pas un fanboy complètement malade de ce qu'il utilise, si tu veux. Et ça, j'aime bien sa chaîne. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme autre chaîne? Il faut réfléchir. Ouais. Mais je te dis, de manière générale, je pense ce qui est intéressant, une fois qu'on a son matos, c'est. Alors peut-être que je jette des pierres contre mon propre toit, ma propre toiture, comme on dit en espagnol, mais je pense qu'une fois que tu as ton propre matériel, oublie le matos. C'est intéressant justement voir des techniques photo, des gens qui te parlent de photos. Paul Napo, par exemple, c'est un mec qui parle principalement de photos, tu vois. Nico DT, par exemple, aussi. Tu vois. Et je pense que ça, c'est plus utile. Après, tu peux revenir sur une chaîne de matos le jour où tu veux racheter un autre objectif ou racheter un flash, un truc comme ça, et voir ce qu'ils en parlent, tu vois. Alors moi, je fais un peu de tout, hein. De temps en temps, je parle aussi un peu de philosophie photographique, trucs comme ça, et un peu de technique, j'ai un peu de tout. Mais il y a des chaînes qui sont purement matos. Alors, c'est vrai, tu peux acheter une voiture et continuer à acheter un magazine bagnole simplement pour le plaisir de voir des bagnoles qui sortent, si tu veux. Mais il faut le voir dans cet objectif, et non pas dans le sens de ah mince, j'ai acheté un appareil photo, maintenant il y en a un nouveau qui est sorti qui est mieux. Parce Non, que là, ça t'es foutu, hein. C'est comme les c'est PC dans le temps. c'est pas bon. Et puis après, il faut apprendre à regarder les tests aussi. Parce que moi, par exemple, si je te présente, je sais pas, ce micro, tu vois, ça a l'air tout bête, mais je vais quand même dire un petit truc général à tous les microphones. Par exemple, je dis, bon voilà, je teste comme ça, hein, mais tu n'as peut-être pas acheté celui-là, tu as peut-être déjà un autre. N'oublie pas de faire tel essai sur ton micro, voir si ça marche bien, ou éviter tel truc. De cette manière, quelqu'un qui regarde le test, il va quand même apprendre quelque chose pour lui, tu vois. Ou quand je présente des filtres, j'explique comment on compte les stops, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et beaucoup de youtubeurs, ça ne le font pas. Ils font la présentation pure et dure du matos, donc si tu n'en as pas besoin, la curiosité de voir la nouveauté, si tu veux. Mais je pense que c'est ça. Une fois que tu as ton matos, et puis aussi il y a les bouquins, hein, je parle YouTube parce que c'est mon boulot, mais il y a des gens qui adorent voir des bouquins, les regarder tranquillement, marquer les pages, surligner, tout ça. Il y a énormément de choses à apprendre si tu veux. Mais au niveau la question des chaînes YouTube, moi je regarde énormément de choses qui n'ont rien à voir avec la photographie en fait. Énormément. Et tu apprends beaucoup de choses pour la photographie. Tu vois, je suis sûr. Même sur le montage des youtubeurs qui n'ont rien à voir avec la photo, tu regardes comment ils ont fait leur lumière, comment ils ont fait leur truc, et des fois tu te dis, franchement, ils sont forts. Ils sont super forts. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, ma chaîne à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Tu regardes mon montage, encore là, je me suis amélioré. J'ai rajouté quelques petits trucs, mais longtemps, j'étais dans la voiture, dans la camionnette, ou dans la rue, ou dans mon camping-car, tu vois. Puis je m'en fiche. Moi, ce qui compte, ce que je vais raconter, si tu veux. Mais je vois des mecs qui ont des montages de lumière et tout ça, c'est admirable. C'est fantastique ce qu'ils font, quoi. Et je pense que de tout, on apprend quelque chose. Même des gens, quelquefois, tu dis, mais c'est minable ce qu'il fait. Tu regardes et tu as quand même un truc que tu vas apprendre. Donc après, il faut gérer son temps. On ne peut pas tout le temps regarder tout le monde, hein. Mais je pense que ça, c'est beaucoup. Celui qui aime la photo, normalement, il aime aussi tout ce qui est lumière, mise en scène et tout ça. Regarder les vidéoclips, ça serait peut-être mon plus gros conseil, en fait, hein. Tu apprends énormément. Et tu vois, par exemple, il y a une vidéo de Maroon 5 où il reprend le canon de Pachelbel et il chante, tu vois, et la lumière, elle tourne toujours autour de lui. Il y a un making-of qui explique comment cette lumière a été faite, tu vois, et c'est intéressant, ce genre de truc, tu vois, de voir ça, tu vois.
Et après, il y a est-ce qu'il y a tellement de chaînes, c'est vraiment difficile de dire, quoi. Puis après, il y en a que j'oublie, puis d'un coup, YouTube commence à présenter, je dis, ah bah ouais, tiens, c'est vrai, hop, je vais voir ce qu'ils ont fait, quoi. Il y a de tout, quoi. Et au niveau de ton audience, c'est laquelle qui est la plus active? Espagnol, anglais, Euh, enfin, francophone et hispanophone, pareil, c'est à peu près la même quantité. Par contre, ça dépend de ce que je présente. Par exemple, si je parle de Fuji ou de Panasonic, ben, c'est les Français qui sont loin devant. Pourquoi? Parce qu'en Amérique du Sud, où j'ai énormément d'audience, bah, c'est pas distribué. Il n'y a ni Olympus, ni Fujifilm, ni Panasonic, sûrement pour de la vidéo, mais pas en appareil photo, si tu veux, Lumix, tu vois. Donc là, j'ai beaucoup moins d'audience parce que les gens ne sont pas forcément intéressés par le produit, tu vois. Après, si je parle de Leica et Hasselblad, j'ai pas mal d'anglophones qui viennent voir. Alors que normalement, j'ai peu de visites anglophones parce qu'il y a tellement de contenu en anglais que un mec de plus, en plus un Français qui en parle, ça apporte pas beaucoup de choses à leur truc, si tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est réparti moitié-moitié francophone, hispanophone, sauf des cas ponctuels suivant le contenu, tu vois. Euh, Quand c'est des produits, je dirais, euh, plus économiques, j'ai plus de visites sur les gens qui parlent espagnol parce que bah, la situation économique en Amérique centrale et Amérique du Sud est plus compliquée qu'en Europe. Quand je, voilà, tu vois, par exemple, si je présente un Nikon d'entrée de gamme, tu vois, ou un Canon d'entrée de gamme, voilà, l'Amérique du Sud, j'ai énormément de visites, tu vois. Et l'Espagne aussi, tu vois, mais surtout l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Par contre, pas forcément autant des francophones, parce que les francophones, ben souvent, la plupart peuvent passer ce budget et prendre juste au-dessus. Alors c'est vrai, ce que j'ai en train de monter énormément, j'ai de plus en plus de gens, de francophones d'Afrique, qui eux ont les mêmes problèmes économiques que sur l'Amérique du Sud, voire pire. Mais dans l'ensemble, ça se répartit à peu près comme ça, tu vois, moitié-moitié. Bah, 5% d'anglophones et tout le reste, les autres 95% entre moitié-moitié, quoi. bah écoute, Eric, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tes mots et allez suivre sa chaîne. Et vous apprendrez plein de choses, beaucoup sur le matériel. Effectivement, on en a parlé aujourd'hui, mais pas que. Et c'est quelqu'un de très sympa que j'ai rencontré en vrai devant chez Digit Photo. Moi, je suis pas affilié, donc je peux le dire, il n'y a aucun souci. Moi oui, moi oui. Et toi, oui, moi je peux le dire. et, et bah écoute, je te souhaite une bonne journée à toi et ciao ciao à tout le monde. Je te laisse le dire le mot de la fin pour les abonnés. Ben, merci à toi, Nico. C'était un plaisir de te rencontrer, un plaisir de faire ce podcast avec toi. J'ai peut-être parlé beaucoup, on verra, vous pouvez sauter, je sais pas, vous verrez. Mais bon, ben, merci beaucoup et à ton audience, ben, merci beaucoup de passer un moment à m'écouter et à Nico aussi. Et n'oubliez pas, si vous passez là, si vous êtes des abonnés de ma chaîne, vous passez par là par hasard, abonnez-vous à la chaîne de Nico aussi. Allez, ciao ciao tout le monde.